Allez, c'est le moment de recevoir notre invité, Alexis Corbière. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez été historien pendant près de 20 ans. Vous publiez d'ailleurs ce livre, Jacobins, les inventeurs de la République, aux éditions Perrin. On va parler de ce livre, on va parler d'histoire, mais on va d'abord parler d'actualité, Eric. Bonsoir Alexis Corbière, on va vous voir sur une photo dans quelques instants, la une du magazine Valeurs Actuelles, une photo qui a été prise lors de la manifestation dimanche contre l'islamophobie à laquelle vous avez participé avec Jean-Luc Mélenchon. Certains, ça a été dit, évoqué, ont crié lors de cette manifestation Allahu Akbar. Valeurs Actuelles vous traite d'islamo-collabo, on le voit là sur la couverture. Vous et tous ceux qui ont participé à cette manifestation, quelle est votre réaction ? Blessé, mais on va faire de la politique. Ça montre, on en parlera peut-être avec le livre tout à l'heure, comment dans notre vie politique, l'histoire est toujours présente. Qu'est-ce que ça veut dire, islamo-collabo? C'est un clin d'œil à la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, où des Français, honte à eux, ont fait le choix de collaborer avec l'occupant nazi. Donc est-ce que cette image-là, aujourd'hui, est opérante? C'est-à-dire de considérer finalement que le nazisme d'aujourd'hui serait l'islam, l'islamisme, d'accord? Et que des gens comme moi seraient en quelque sorte des chemises brunes, des pétainistes armés qui seraient prêts à arrêter des familles juives pour les livrer à je ne sais trop qui, voire même assassiner des résistants. Tout ça est totalement exagéré, tout ça est blessant. C'est d'autant plus l'aspect piquant de tout ça, c'est qu'un des éléments polémiques de cette manifestation du 10 qui s'est globalement bien passé, c'est notamment l'utilisation maladroite du fait qu'il y ait eu un croissant et une étoile à 5 branches au lieu de 6 branches. Enfin, qu'importe, une étoile juive. Choquante. Oui, maladroite, choquante. Mais attention, malgré le fait que je désapprouve cet autocollant, il n'y avait rien d'antisémite dans cet autocollant. Il y avait une utilisation, selon moi, abusive de l'histoire, sans doute dans l'esprit de ceux qui ont fait cet autocollant pour dire plus jamais ça, ne faisons pas en sorte que demain se reproduisent les choses. Non mais comprenons bien, parce que je voudrais faire une parenthèse là-dessus. Je désapprouve cet autocollant. Mais moi, comme prof d'histoire, en France, j'apprends l'horreur de la Shoah. C'est au programme. Vous savez, je suis persuadé que vous interrogez un États-Unien moyen, un Américain moyen, je suis pas sûr qu'ils reconnaissent l'étoile de David et qu'ils soient autant au courant qu'un jeune Français de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Donc attendez, si on utilise ça, c'est aussi parce qu'on a fait de la bonne besogne sur le plan historique. Oui, non mais je le dis vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à la Libération, vous êtes au courant d'ailleurs que pendant au moins 20 ou 30 ans, la mémoire du génocide juif a été totalement occultée. Oui. Avant Nuit et Brouillard se fait. Non mais c'était une volonté de la France qui se reconstruisait, et en partie du général de Gaulle, de dire que dans les camps de concentration, c'était des Français. Si aujourd'hui des gens utilisent ça, c'est pas pour flétrir les Juifs de France. Mais comme c'est c'est pour dire, en gros, ce qui est arrivé aux Juifs, c'est la situation des musulmans dans ce pays. Si ceux qui ont fait cet autocollant pensent ça, c'est absurde. Personne de sérieux ne croit, j'espère, que même le climat, on va dire, nauséabond contre les musulmans français correspond. Oui, mais très bien. Alexis Corbière, Alexis Corbière, il n'y a pas... Attendez. Il n'y a pas eu, justement, on vous interroge, il n'y a pas eu que cette histoire d'autocollant et d'étoiles juives, en l'occurrence. Il y a eu aussi des slogans qui ont été sortis dans cette manifestation, et notamment un certain nombre de gens qui souhaitaient supprimer, abolir la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. C'était même dans le texte qui lançait cette manifestation où l'on parlait de loi liberticide. Et alors là, j'avoue que je ne comprends plus. Comment vous, le républicain laïque, Jean-Luc Mélenchon, républicain laïque, revendiqué, comment vous pouvez aller dans une manifestation où on parle à propos de ces lois, de loi liberticide? J'avoue que je ne comprends pas. Je crois que la une de Valeurs Actuelles, elle vient vous chercher là-dessus. Comment vous... D'ailleurs, il y a un certain nombre de parlementaires de la France Insoumise qui n'ont pas voulu y aller, qui considéraient qu'au nom de la laïcité, ils n'avaient rien à faire dans cette... Donc ça vous dérange pas? Non mais répondez juste sur la loi de 2004. J'essaie de répondre. Ce qui nous a importé, mais ça a été un débat, c'est quel est le sens de cette manifestation dans le contexte. Cette manifestation dans le contexte dit, après l'attentat de Bayonne, dont vous n'avez pas parlé depuis le début de l'émission, il y a un homme qui a voulu mettre le feu à un lieu de culte et a tiré sur 2 musulmans qui étaient des braves gens. Donc c'est ce climat qui nous amène à dire, le sens général de la manif, c'est attention, ce pays ne doit pas se casser sur les questions religieuses, et il y a des mots, des actes contre les musulmans de France qui sont nauséabonds. Après des années aussi où il y a eu des crimes contre les juifs français. Mais sur cette question-là de religieuse, le pays peut se casser. Pour le coup, nous qui aimons l'histoire, on sait que j'aimerais bien que vous me répondiez sur la loi de 2004. Alors à partir de là, il y a un texte qui est fait. Si, je vous assure qu'on pourrait même sortir le texte, il y a une ambiguïté. Si le texte sous-entend
que les lois de 1905, de 2004 ou de 2010 sont des lois liberticides, je ne suis pas d'accord. Moi, pour moi, la loi de 2004 qui considère... Alors pourquoi êtes-vous allé manifester? Attendez, non, parce que le texte, lui, quand on le lit, il dit... Non, mais je vous assure, il dit, notamment, il y a eu le débat au Sénat d'une loi présentée par la droite qui interdit les signes religieux pour les accompagnatrices, et ça, pour le coup, ça me semble être une déformation complète de ce qu'est la laïcité. De la même façon que ces lois évoquent certaines lois antiterroristes qui avaient quand même une fâcheuse tendance à considérer une ère du soupçon contre nos concitoyens musulmans. Ce texte aurait dû être rédigé autrement. Si nous avions la France insoumise, pour le coup, nous accuse souvent d'être hégémonique, était à l'initiative... Donc vous êtes capable de dire ce soir, il n'y a pas de loi liberticide dans ce pays? Je vous ai dit que la loi 1905, 2004, 2010... Par contre, mais la loi du Sénat ne passera pas. Il n'y a pas de loi liberticide dans ce pays, on est d'accord, Alexis Corbière? Notamment, nous, on a voté contre des lois antiterroristes qui, selon moi, utilisent de manière abusive, font un contrôle inutile, ont tendance à considérer effectivement qu'il y a dans ce pays une espèce de soupçon dans les signes de radicalisation qui ne sont pas clairs, etc. Non mais attendez, là on va trop loin. Je répète, que ce soit clair, la loi de 1905, du 9 décembre 1905, est une grande loi d'émancipation. Celle de 2004 aussi. Celle de 2004 aussi, même celle de 2010. Pas de signes religieux à l'école. Mais une fois qu'on a dit tout ça, bon sang, c'était pas ça le sens de la manifestation. La manifestation, Laurent Neumann, je termine là-dessus, le slogan, le vrai slogan, c'était laïcité en thème, tu dois nous protéger. C'est une manifestation avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. C'est une manifestation qui se termine place de la Nation par le chant de la Marseillaise. Vous devriez applaudir. Et je vous invite vraiment, parce qu'en plus, je vous respecte tous les deux, faites attention à ce qu'a trop caricaturé cette manifestation. On va rendre fous ceux qui y ont participé. Je me suis contenté de poser des questions. Non, mais Eric. Je vous remercie. Eric. En plus, le débat est légitime. Attendez, on termine là-dessus. Il y a eu des crimes antisémites dans le pays, il y a eu des attentats. Il peut y avoir des questions légitimes qui sont posées par des braves gens qui peuvent s'inquiéter. A fortiori, si on leur dit, c'est quasiment des soutiens aux terroristes qui manifestent. Mais nous, notre travail, et moi, mon honneur d'y avoir été, c'est, j'assure, et ceux qui me font un peu confiance, je vous jure, les amis qui me regardaient, que cette manifestation n'était en rien une manifestation... J'aimerais bien passer à autre chose, mais donc ça veut dire, pardon Eric, mais ça veut dire que des gens qui crient Allahu Akbar dans la rue, à quelques centaines de mètres du Bataclan, ça vous gêne pas? Et ça me gêne pour une raison. Je reviens. C'est que c'est un slogan ou une phrase, par ailleurs, qui ne s'adresse qu'aux musulmans. Et moi, j'étais pas musulman, j'étais dans cette manif. De ce point de vue-là, elle divise, alors que la manif, il faut qu'elle rassemble. Mais même, je veux pas défendre celui qui dit ça, avec lequel, par ailleurs, j'ai que des désaccords, cet homme responsable du CCIF. Mais écoutez ce qu'il dit. C'est pas un slogan Allahu Akbar, une prière publique. Il dit, certains disent que cette phrase, qui est une phrase qui fait partie du culte moyen, serait un appel à la haine, et ça n'est pas le cas. Je l'ai déjà dit, j'habite la Seine-Saint-Denis, non loin d'une mosquée. Tous les vendredis, il y a des centaines de braves gens qui disent Allahu Akbar, ils ne préparent pas un attentat. Parce que sinon, c'est quoi la conclusion? Il faut interdire l'islam en France? Voyez bien, donc faut être sérieux. Allez, on avait promis. Allahu Akbar, c'est pas les frères Kouachi, on n'est pas immédiatement, on ne devient pas un terroriste qui va égorger les gens. On avait promis, on change de sujet. Pardon. Alexis Corbière, on va parler de santé. La santé en France, c'est quand même 203 milliards, ça n'est pas rien, le contribuable français. On a 35% de lits de plus que la moyenne de l'OCDE. On consacre 1 point de PIB de plus que les pays européens et la moyenne de l'OCDE à la santé, donc ça n'est pas rien. D'ailleurs, ce gouvernement, sur l'exercice 2019, a augmenté l'enveloppe de l'hôpital, qui est passée de 80 milliards à 82 milliards. Pardon pour ces chiffres, mais c'est une façon de vous dire, les contribuables français font déjà énormément pour leur santé. Ils paient beaucoup pour leur santé, leur système de soins, pour leur hôpital qui dysfonctionne. Est-ce que la solution, c'est de faire, un petit peu comme on a toujours fait en France, dire, puisque ça ne va pas, on n'a qu'à mettre 3-4 milliards de plus et ça ira mieux. Est-ce que vous y croyez à ce discours un peu facile ? La réalité, c'est que depuis le début du gouvernement Macron, on a supprimé 12 milliards dans la santé. D'accord ? Ce gouvernement a fait 12 milliards d'économies. Donc déjà, il peut peut-être rajouter aujourd'hui, parce qu'il y a une mobilisation... Pas sur l'hôpital, hein. Non, mais sur les dépenses de santé de manière générale. Et l'hôpital a été impacté par ça. Mais c'est bien. La réalité, c'est bien de faire des économies. Non, mais le problème... Quand il y a un gros déficit et que ça va plus, c'est bien de faire des économies. Éric Brunet, on va sortir tous les deux de l'émission. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec ma gamine qui était souffrante. La nuit, je suis allé aux urgences. Franchement, les gens attendent avec les gamins dans les bras. Il y a des femmes et des hommes, nous souvent âgés, assis sur des brancards. Non, c'est pas bien. C'est un problème d'argent, ça ? C'est un problème de moyens, de conditions de travail, donc d'argent quelque part. Sans compter que dès que vous discutez avec des personnels de santé, leur niveau de rémunération, je parle pas des grands pontes, mais franchement, est à pleurer avec des gens qui gagnent 1400, 1500 euros et qui, en plus, sont suffisamment fous des fois pour que même quand ils ont terminé leur horaire de travail, ils restent encore pour aider les collègues. Donc tout ça ne va pas. D'accord ? On a fermé ces 30 dernières années près de 60 services d'urgence publics et on en a ouvert en même temps
138 privés. Parce que tout là où on a un désaccord sans doute, c'est que cet affaiblissement de l'hôpital public fait les beaux jours du business, du privé. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que moi, là où je suis fier, c'est que malgré tout, même cet hôpital public encore en grande difficulté... Des centaines de cliniques privées ont été fermées ces dernières années, avec probablement des électrices et des électeurs de la France insoumise, des soignants, des gens qui sauvent des vies dans le privé comme dans le public, et qui vivent grâce à l'argent de la sécurité sociale. Hein. D'accord, mais le privé, ça coûte un peu plus cher. Les soins, il y a des tarifications un peu supplémentaires. C'est ça qui m'inquiète. Moi, je suis pour... Vous savez... Chaque fois qu'on affaiblira le service public, on parle de l'hôpital, on pourrait parler d'autres sujets, c'est pareil pour l'école. Quand l'école publique va pas bien, eh ben les gens, ils se tournent, les braves gens, vers des écoles privées, vers des cliniques privées, vers des soins privés. Et à partir de là, ça crée quoi? Ça crée des santé à 2 vitesses, à 3 vitesses. C'est-à-dire que les pauvres gens, ils passent des heures dans des systèmes d'urgence saturés. Et puis ceux qui ont un peu plus de moyens, ils se payent des soins meilleurs. Et ça, je ne veux pas de cette société-là parce que je suis républicain. On a compris. Je voudrais qu'on parle des étudiants. Vous êtes un ancien enseignant, je disais 20 ans de prof d'histoire. Je voudrais qu'on parle des étudiants. Je voudrais d'abord qu'on écoute ce que disait la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Nous avons tenu à ce qu'il n'y ait pas de hausse des frais d'inscription à l'université, justement, afin de préserver le pouvoir d'achat des étudiants. Nous avons également, en 2018, supprimé le régime étudiant de sécurité sociale. C'est une économie substantielle pour les étudiants qui s'élève à plus de 200 € chaque année désormais. Nous avons également fait un choix budgétaire non négligeable en augmentant de 1,1% les bourses sur critères sociaux qui sont à destination des étudiants, qui représente un effort budgétaire de 46 millions d'euros supplémentaires pour l'année 2019-2020. Alexis Corbière, un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon pour dénoncer la précarité dans laquelle il se débattait. Émotion légitime, la vôtre, celle de tous les Français, celle de la communauté étudiante, évidemment. Pour autant, des étudiants qui saccagent un amphi à Lille, qui empêchent un ancien président de la République de s'exprimer dans une conférence, qui déchirent des livres, est-ce que tout justifie la violence? Bon, je ne vais pas me faire que des amis, mais moi je ne suis pas d'accord pour qu'on interdise des conférences à l'université. Je ne suis pas d'accord avec le fait, par exemple, que Mme Agazinski a été interdite dans une université. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pour que des gens aillent dans la conférence de François Hollande. On faisait comme ça à mon époque. Et on préparait la belle intervention, puis quand il y avait le débat, on interpellait l'invité. Est-ce que ces étudiants-là ont encore leur place à l'université? Non, mais bien sûr qu'ils ont leur place à l'université. On peut donc déchirer des livres, saccager un amphithéâtre et avoir sa place à la fac? Après, s'il doit y avoir des sanctions qui sont faites, débrouillez-vous. Enfin, je veux dire, qu'elles aient lieu. Ça ne doit pas vous rendre interdit de faire des études pour autant. Mais je désapprouve ça. Moi, j'aime pas qu'on déchire les livres, fût-ce même ceux de François Hollande qui dit des choses sans doute. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire sans doute les étudiants? Je suis pas la porte-parole. Mais qu'Hollande est un peu aussi responsable parce qu'il a dirigé le pays de la dégradation du milieu étudiant où, quand même, il y a un nombre de plus en plus important d'étudiants, un quart, je crois, qui vit sous le seuil de pauvreté. Et qu'il y a une dégradation, malgré ce que dit Mme Ndiaye, que les tarifs du Crous sont augmentés, le tarif du restaurant a augmenté, il y a une baisse des APL en raison de ce gouvernement. Et je veux terminer aussi sur une chose un peu différente, mais pas que, la question des tentatives de suicide, qui devient aujourd'hui, on a parlé des policiers, 59 policiers suicidés depuis le 1er janvier, des enseignants, dans l'hôpital, 7 étudiants, ça veut dire quelque chose... Les agriculteurs. Évidemment. Hein, la France est un pays où on se suicide beaucoup. Alors, ça, et on parle très peu du sujet. Eh ben ça, je pense que ça vaudrait le coup. Vous qui êtes des observateurs attentifs de la société, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un malaise profond, il y a une inquiétude, il y a un sentiment de désespoir, il y a une dégradation des conditions de vie qui a un impact sur l'intimité des gens. Et ce jeune homme, nous, ça nous a mis un peu en colère parce que le gouvernement cherchait à esquiver. C'est un geste politique qu'il fait. Alors après, il est terrible. Franchement, moi, si j'avais pu, il ne faut surtout pas faire ça, mais ça veut dire quelque chose d'un malaise. Alors, il faudrait qu'on parle de votre livre. Vous publiez un livre qui s'intitule Jacobin. Vous présentez 9 portraits de Jacobins célèbres ou pas d'ailleurs. Vous allez exhumer un certain nombre de trajectoires humaines intéressantes. Mais alors, moi qui vous connais un peu, on a déjà parlé d'histoire dans les couloirs de BFM TV. Finalement, en allant chercher, je dirais pas des maudits de la Révolution française, mais les Jacobins ces dernières années n'ont pas tellement la cote, les Jacobins. D'où l'intérêt du livre. D'où l'intérêt du livre. En allant chercher c'est Robespierre, c'est Saint-Just, etc. C'est une façon. C'est pas les plus sympathiques. C'est une façon de faire la nix, si je puis dire, à Stéphane Bern et à cette
à cette façon de regarder la Révolution française, ou en tout cas le XVIIIe siècle, très Marie-Antoinette, très château de Versailles, et je sais que ça vous agaçait. Je sais que ce livre, c'est une mauvaise manière finalement à Stéphane Bern. Bon, on va aller vite. Moi, je pense qu'on ne peut pas aimer la République dont on a parlé si on déteste la Révolution française et ceux qui en étaient les principaux acteurs. Et j'ai peur. Alors, Stéphane Bern est un homme charmant, c'est embêtant, mais quand même que ce qu'il a fait, j'ai compté 145 émissions depuis qu'existe l'émission de France 2 qu'on connaît tous, à savoir Secret d'Histoire. C'est que, essentiellement, hormis 4 émissions sur 145, c'est que des courtisanes, des têtes couronnées, etc. Et il y a quand même à enlever le masque caricatural de ces personnages qui peuvent être critiquables. Mais est-ce qu'on connaît Bertrand Barrère? Est-ce qu'on connaît Georges Couton? Est-ce qu'on connaît Jean-Baptiste Pauline Léon. Belay? Jean-Baptiste Belay, c'est le premier, c'est un esclave de Saint-Domingue qui se libère dans une révolte, qui impose l'abolition de l'esclavage et qui est présent le 4 février 1794, le jour où on abolit l'esclavage. C'est un personnage magnifique, oublié. Il y a un tableau de Jean-Baptiste Belay qui est à Versailles actuellement dans une salle obscure. J'aimerais qu'il revienne à l'Assemblée nationale. Il est en tenue conventionnelle. Vous évoquez Pauline Léon. On parle beaucoup aujourd'hui d'Olympe de Gouges. On a l'impression qu'il n'y a que Olympe de Gouges, qui est un personnage finalement assez mineur, mais il y avait des femmes qui ont joué un rôle très important. J'aimerais... Après, on peut discuter. Et pour le coup, Éric Vianney, vous êtes celui qui m'a donné le goût de ça et je veux vous remercier. Il faut qu'on parle d'histoire. Tous les deux, on est en désaccord. Oui, mais moi, alors justement, c'est qu'il faut faire aimer, même de manière polémique, ce moment d'histoire. Alors ce livre, pour ceux qui nous regardent, il y a 9 chapitres, des portraits donc, de ces Jacobins, et puis il y a une intro. Et dans cette intro, vous faites le lien entre la Révolution française et les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, dites-vous, ont brandi les promesses non réalisées de 1789, les privilèges, la justice sociale, la fin des privilèges, etc. Et très honnêtement, est-ce que c'est valide intellectuellement de comparer la France de 1789 à la France d'aujourd'hui? Dans ce que je dis, Laurent Neumann, c'est que la symbolique des Gilets jaunes, quand elle est lancée, les gens se mettent des bonnets phrygiens sur la tête. Rappelez-vous, il y a un an, des drapeaux bleu, blanc, rouge. Ils chantent la Marseillaise et sur leur gilet au feutre noir, jaune, ils écrivent « Liberté, égalité, fraternité, reprenons la Bastille », etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce pays est encore travaillé, comme évidemment, on ne peut aller vers le futur que si on a, par notre passé, et notamment par cette promesse d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais qui n'est pas encore totalement réalisée. Et surtout, je termine là-dessus, sur l'idée qu'il y a des droits qui ont été proclamés de manière formelle, mais qui doivent devenir réels. Cette promesse-là, 200 ans plus tard, elle reste encore d'actualité. Et mes Jacobins ont réfléchi là-dessus, et ça peut être utile de lire pour voir comment eux, ils cherchaient à lutter contre la pauvreté, assurer la souveraineté du peuple, faire République sociale. Jacobins, les inventeurs de la République, c'est chez Perrin. Vous le dites dans le livre, c'est pas un livre d'historien, c'est un livre de militants sur l'histoire, ce qui fait une petite différence, mais lisez-le, c'est passionnant. Éric, dans quelques instants, merci en tout cas d'être venu nous voir. Alexis Corbière, mesdames, messieurs, dans quelques instants, pour la 3e partie de Brunet-Neumann, à 20h, nous allons ouvrir un autre débat, une autre controverse. Nous allons parler de la santé, nous allons parler de cette journée d'action qui a été initiée cette semaine, cette grève qui a été initiée par les personnels de santé, les soignants au sens large, les médecins, les chefs, les aides-soignants, les infirmières, les infirmiers. Et nous allons nous poser la question, est-ce que la solution aujourd'hui qui permettrait de rénover l'hôpital en France, c'est l'argent? Faut-il des sous ou faut-il réorganiser? C'est dans quelques instants.